Une terre glacée. Des hivers longs et implacables où survivre est une lutte. Ce climat rigoureux, ces paysages variés où la concurrence est rude, ont donné lieu à une étonnante biodiversité. Ici, chaque espèce a sa place et attend le moment précieux où l'eau va se remettre à couler, où le jour va avaler la nuit. Ce moment, c'est l'été en Alaska. C'est la fin du mois de juillet sur l'île de l'Amirauté, dans le sud-est de l'Alaska. Cet ours brun femelle cherche de quoi se nourrir. Elle a donné naissance à ses 2 oursons au beau milieu de l'hiver, pendant l'hibernation. Bien en sécurité dans sa tanière, elle s'est occupée d'eux jusqu'au printemps. Elle n'a rien bu ni mangé pendant tout ce temps. En conséquence, elle a perdu 40% de son poids. La mère et ses petits sont sortis en avril, prêts à partir en quête de nourriture. Depuis, ils mangent tout ce qu'ils trouvent. Des baies, des insectes dans des troncs pourris et même des charognes. La mère va devoir reprendre du poids si elle veut pouvoir continuer à s'occuper de ses oursons jusqu'à l'hiver prochain. Elle vient de les conduire tout près d'une rivière où elle va souvent pêcher. Hélas, ils y font une mauvaise rencontre. Un autre ours adulte qui rôde. Chez les ours bruns, les mâles et les femelles rivales peuvent devenir cannibales et tuer les oursons. La mère a conscience du danger. La menace est écartée, pour l'instant. L'île de l'Amirauté est pleine de rivaux potentiels. 1800 ours s'y partagent l'espace, soit 1 pour 2,5 km². C'est la plus forte densité d'ours bruns de toute l'Amérique du Nord. Il y a 18 000 ans, toute cette région était recouverte d'une couche de glace. Les ours s'y déplaçaient jusque très au sud, près de la ville actuelle de Sitka. Lorsque les glaciers se sont retirés, ils ont révélé plus d'1 millier d'îles, l'archipel Alexandre. Isolés par la montée des eaux, certains ours se sont retrouvés prisonniers sur l'île de l'Amirauté. Si les ours peuvent vivre aussi nombreux, c'est grâce au passage annuel des saumons qui a lieu en été. Mais cette année, pas de chance, les saumons sont en retard. Or, les ours en ont besoin s'ils veulent grossir avant l'hiver.
Par chance, ces ours vivent non loin de la terre du soleil de minuit. L'été, ils ont plus de temps pour chercher leur nourriture. L'île de l'Amirauté se trouve à 1 millier de kilomètres à peine du cercle polaire. En plein cœur de l'été, cela signifie 18 heures de soleil par jour. Sur l'île voisine de Baranov, il est 22 heures et le soleil commence à peine à descendre à l'horizon. C'est le crépuscule, mais le soleil ne disparaît pas bien loin. Et dès 2h30 du matin, il revient éclairer le ciel. Ces longues heures à la lumière du jour sont essentielles à la survie dans l'Arctique. Pour que la vie reprenne ses droits, il faut que le soleil d'été libère l'eau figée en blocs de glace. Il y a une centaine de milliers de glaciers en Alaska. Celui-ci est le Mendenhall, près de la ville de Juneau. C'est un vestige de la petite glaciation qui a commencé il y a 3000 ans. Le Mendenhall atteint 22 km et finit sa course lente dans un lac profond de 60 mètres. Les glaciers sont les plus grands objets naturels en mouvement. Ils avancent sous l'effet de leur propre masse, véritables rivières de glace qui s'écoulent lentement. Géants indolents. Le point de départ d'un glacier est une couche de neige qui n'a pas totalement fondu pendant l'été. Puis chaque hiver, de nouvelles chutes de neige viennent s'y superposer. C'est ainsi que la glace se forme, par accumulation de strates de neige comprimées. Gelées, oui, mais pas figées. Les glaciers avancent sous l'effet des phases de gel et de dégel et de la gravité. Ils grandissent par accumulation de nouvelles couches de glace et la pression phénoménale de leur propre poids les pousse vers l'aval. Ils emportent des débris de roches sur leur passage, des sédiments et des végétaux, ce qui leur donne parfois un aspect sale. Lorsque le front glaciaire fond, il libère ces débris. Et quand la glace fond plus vite qu'elle ne se forme, on dirait que le glacier se retire vers l'amont. En été, à mesure que les jours rallongent, la fonte de la surface provoque un ruissellement qui crée des crevasses et des moulins, sorte de puits qui s'enfoncent dans les profondeurs du glacier. De là, se forment des ruisseaux qui traversent la couche de glace, plus ou moins près de la surface. Parfois, ils creusent des grottes d'une beauté à couper le souffle. C'est l'eau de fonte, plus chaude, et les mouvements d'air qui façonnent ces grottes. Elles peuvent s'étendre sur des kilomètres. Dans les grottes anciennes, souvent là depuis des milliers d'années, on trouve des tunnels spectaculaires, aux parois magnifiquement sculptées. Cette glace-là n'est pas tout à fait comme les autres. Plus elle est comprimée, plus elle absorbe les couleurs, à l'exception du bleu, ce qui produit cette magnifique teinte turquoise. Mais même les grottes les plus anciennes ne sont que temporaires.
Quand le soleil d'été fait fondre la neige et la glace en Alaska, il libère la vie. Ces îlots rocheux d'apparence inhospitalière sont d'importants lieux de reproduction. Chez les otaries de Steller, les mâles sont polygynes, c'est-à-dire qu'ils s'accouplent avec plusieurs femelles. Mais à la différence de certaines espèces de phoques, ils ne les contraignent pas à rester en harem. Au contraire, les femelles se déplacent librement à travers les territoires des mâles. On comprend dès lors que ces derniers mettent tant d'ardeur à s'approprier le meilleur coin de rocher. Les femelles adultes arrivent ici une semaine après les mâles. Elles sont plus petites qu'eux, mais certaines atteignent parfois 3 mètres, pour quelques 350 kilos. Une fois bien installées, ces bruyantes colonies de reproduction peuvent donner naissance à des centaines de petits. Les mâles font leur parade à grand renfort de vocalises. Peu après leur arrivée, les femelles mettent bas les petits conçus lors de la saison précédente. Les cris échangés entre les mères et leur progéniture ajoutent à la cacophonie générale. 1 à 2 semaines après avoir mis bas, les femelles peuvent de nouveau s'accoupler, en prévision du printemps suivant. Pendant toute la saison des amours, occupés à défendre leur territoire en attendant que les femelles soient prêtes pour l'accouplement, les mâles se nourrissent très peu. Certains ne pénétreront pas une seule fois dans l'eau de la mi-mai au mois d'août, lorsque les colonies commenceront à se disperser. Les otaries de Steller ne migrent pas, mais elles évoluent entre zones de repos et zones où elles s'alimentent, entre autres de calamars, de crabes, mollusques et poissons. L'été, elles profitent également du passage des saumons, qui ont fini par arriver. Les rivières sont assaillies de millions de saumons venus là pour frayer en amont. Une fois arrivés en eau douce, la plupart des espèces de saumons cessent de se nourrir. Ici, le danger est partout. Cascades, mais aussi aigles et ours affamés. Leur réserve de graisse les aide à remonter le courant pour se reproduire. Selon les espèces, les saumons passent entre 18 mois et 8 ans en pleine mer avant de ressentir le besoin de se reproduire, qui les pousse alors à rejoindre les rivières pour frayer. Plus de 5000 de ces rivières débouchent le long des côtes d'Alaska. Certaines mesurent jusqu'à 650 km de long. On pense que les saumons, comme les oiseaux migrateurs, se dirigent grâce aux champs magnétiques à travers l'océan jusqu'au rivage où se jette leur rivière natale. De là, ils retrouvent grâce à leur odorat l'embouchure de la rivière en question et plus tard, le lieu précis où ils sont nés. Lutter contre le courant, éviter les prédateurs, partir à l'assaut des rapides, c'est un voyage sans retour pour lequel ces saumons du Pacifique sont programmés. À la vie, à la mort. Pour cette mère et ses 2 oursons, le festin arrive à point nommé. Les petits ne savent pas encore pêcher. Leur mère passe donc jusqu'à 20 heures par jour à le faire pour eux. Au plus fort de la saison du saumon, pas question de se nourrir de feuilles et de baies. Ils ne mangent que du poisson, très calorique et riche en graisse. La femelle peut engloutir jusqu'à 40 kg de nourriture par jour.
C'est ainsi qu'elle va doubler son poids en préparation de l'hibernation. La plupart des ours restent près de l'endroit où ils sont nés. Ces deux-là n'auraient pas pu choisir de lieu plus favorable avec cette profusion de saumon à disposition. Chez les populations locales, l'île de l'Amirauté s'appelle Kutnuwu, la forteresse des ours. Ces ours bruns des côtes sont plus grands que ceux de l'intérieur des terres et même que les grizzlies. Leur ADN est plus proche de celui de l'ours polaire, le plus grand de tous, même si on ne connaît pas bien leur lien de parenté. On pense que les ours polaires se seraient retrouvés piégés sur l'île de l'Amirauté après le dernier recul des glaciers et que les ours bruns venus du continent à la nage se seraient accouplés avec eux pour donner naissance à ces ours particulièrement grands. Les ours parcourent toujours les mêmes territoires, mais ils ne les défendent pas jalousement. En revanche, ils sont prêts à chasser leurs rivaux d'un bon terrain de pêche. L'île de l'Amirauté a beau être surpeuplée, les ours vivent en bonne intelligence, sauf quand ils ont des petits à nourrir et que les ressources se font rares. Ce qui n'est pas le cas quand les saumons prennent d'assaut les rivières. Cette abondance saisonnière ne se limite pas aux cours d'eau. Les baleines à bosse migrent tous les étés vers l'Alaska en provenance d'Hawaï et du Mexique. Elles sont attirées ici par les grandes quantités de phytoplancton, de krill et de petits poissons. C'est ici, dans les eaux froides du Nord, qu'elles se nourrissent le plus. Elles accumulent des réserves de graisse en vue du voyage retour vers le sud, où elles s'accoupleront pendant l'hiver. Le long des côtes, pas moins de 140 millions d'oiseaux marins arrivent tous les ans pour prendre part au festin, soit environ la moitié de tous les oiseaux de l'hémisphère nord. Bien à l'abri dans la baie de Finger, sur l'île de l'Amirauté, cette huîtrier de Bachmann observe la marée. Lorsqu'elle redescend, elle laisse apparaître des trésors. Quand la mer remonte, l'huîtrier va retrouver sa compagne. C'est dans ces rochers qu'il va passer l'été. Dès que la marée redescend, il repart en quête de berniques et de moules dans les rochers.
jusqu'à ce que la mer remonte. Ces arlequins plongeurs, eux, ne dépendent pas des marées, mais ils profitent aussi du généreux été. Ils plongent en quête d'insectes, de petits poissons et d'invertébrés marins. Ces canards sont une énigme. Ils migrent d'est en ouest au lieu de le faire du nord au sud. Et les femelles adultes, à la manière des saumons, retournent vers les ruisseaux où elles sont nées pour se reproduire. Un peu plus au nord, au large de South Marble Island, les macareux sont de retour. Qu'ils soient cornus ou huppés, ils sont tous réunis là pour nicher. Pour un oiseau dont le poids ne dépasse pas celui d'une canette de soda, le macareux est particulièrement bien adapté à la vie maritime. Il vit en pleine mer, sur la zone du plateau continental des eaux du Pacifique Nord. Ces petits battements d'ailes ont une fonction bien précise. Les plumes des macareux sont étanches, à condition d'être bien entretenues. Elles protègent efficacement du froid. Tandis que les oiseaux vont et viennent, les loutres de mer, elles, vivent toute l'année dans le détroit de Sitka, au large de l'île de Baranof. Elles comptent parmi les plus petits mammifères marins. Mais les mâles adultes peuvent atteindre 45 kg pour une taille d'1,50 m. Les loutres de mer aiment les zones peu profondes où elles trouvent des forêts de kelp. Elles s'entourent alors de ces algues qui leur servent d'encre marine. Elles peuvent ainsi se reposer à la surface, comme dans une sorte de hamac. Mais ce n'est pas l'heure de la sieste pour tout le monde. Les loutres sont très curieuses. Elles comptent parmi les animaux les plus intelligents, à égalité avec les dauphins. Elles sont très sociables et se regroupent entre individus du même sexe. Comme ici, les groupes comptent en général entre 10 et 100 individus. Mais on a déjà observé des colonies regroupant plus de 2000 loutres. À la différence des autres mammifères marins, les loutres ne possèdent pas de couche de graisse isolante. Pour se protéger du froid, elles ont le pelage le plus dense de tous les animaux, autour de 150 000 poils par centimètre carré. Cette fourrure épaisse retient une couche d'air sous les poils, ce qui les aide aussi à flotter au-dessus des forêts de kelp. Ce pelage si indispensable à leur survie fait l'objet d'un soin attentif. En l'absence de couche de graisse isolante, les loutres doivent consommer 25 à 40% de leur poids tous les jours pour se protéger du froid. La clé de leur alimentation ? La diversité. Elles se nourrissent d'environ 50 espèces marines différentes, entre autres des moules, des coquillages, des crabes et des oursins. Sans les loutres, ces brouteurs d'algues finiraient par détruire les forêts de kelp qui fournissent un riche habitat à toutes sortes d'espèces marines. En cela, les loutres sont des prédateurs importants qui contribuent à l'équilibre de l'écosystème côtier. Les loutres mènent une vie bien insouciante. Et pour cause, elles n'ont quasiment pas de prédateurs. C'est qu'elles ont une arme secrète, ou plutôt répulsive. Des glandes qui produisent une odeur si forte qu'elles éloignent la plupart des chasseurs. Elles ont pourtant quelques ennemis naturels, comme les lions de mer et les orques. Par chance, ces orques ne font souvent que traverser le détroit de Sitka en quête de proies plus proches du continent, dans le bras de mer de Point Adolphus. 90% de leur temps est consacré à la chasse.
Elles avalent jusqu'à 170 kg de nourriture par jour. Elles sillonnent de vastes zones côtières, mais leurs mouvements sont imprévisibles. Elles peuvent surgir n'importe où. Elles dévoreraient volontiers des loutres, mais elles chassent de plus gros mammifères marins. Leurs proies préférées sont les phoques et les lions de mer qui abondent le long des côtes. Ce n'est pas seulement sur le littoral que l'été répand ses bienfaits. Quand l'eau se libère de la glace à travers tout le paysage, les végétaux rattrapent le retard pris pendant les interminables journées sans lumière. Pendant les longs jours d'été, la Terre devient une véritable oasis. Il existe pas moins de 1700 espèces végétales en Alaska, réparties principalement dans le sud-est verdoyant. Elles tirent parti du moindre petit coin de terre et explosent sous le soleil d'été. L'herbe à coton de l'Arctique pousse dans les tourbières acides. On en trouve beaucoup sur la toundra. Les soies de cette plante jouent le rôle d'un duvet qui emprisonne les rayons du soleil pour augmenter la température des organes reproductifs pendant l'été. Les soies blanches sont le prolongement des graines qui se dispersent grâce au vent. Elles parcourent ainsi de vastes distances. L'herbe à coton se trouve partout dans l'hémisphère nord, à travers les zones arctiques, subarctiques et tempérées, où elle est de loin la plus présente des espèces végétales. L'épilobe en épi, avec ses fleurs qui s'ouvrent toujours de la base vers le sommet, est comme une éphéméride qui s'effeuillerait du début du printemps à la fin de l'été. C'est une plante extrêmement vivace qui colonise de vastes zones. Un seul pied peut produire 80 000 graines, chacune dotée d'un long poil soyeux qui lui permet de se disperser plus facilement au vent. Les épilobes sont riches en vitamines A et C. Les Indiens d'Amérique les consommaient traditionnellement au printemps. Les fondrières de mousse, sorte de tourbière connue au Canada et en Alaska sous le nom de muskeg, couvrent 10% du sud-est de l'Alaska. C'est un écosystème qui filtre l'eau et la purifie. Il fait office de puits de carbone et stocke environ 30% du carbone mondial. Mais ces fondrières produisent aussi du méthane, qui est un puissant gaz à effet de serre. Elles contribuent de façon complexe à influer sur le climat terrestre. L'été humide et tempéré leur offre des conditions idéales pour se développer. Elles se forment dans des zones où l'eau ne peut pas s'écouler. Eau de fonte et eau de pluie créent ainsi des mares d'eau stagnantes et acides très peu fertiles. C'est cela le muskeg. De l'eau et des déchets végétaux en décomposition, recouverts de mousse et d'autres plantes chétives. Autant dire qu'il y a peu de nutriments dans ce milieu. Le drosera à feuilles rondes cherche à s'alimenter ailleurs. Il produit des gouttelettes luisantes qui ressemblent à du nectar et attirent les insectes imprudents. Ils sont pris au piège de ces gouttelettes collantes et sont alors digérés par la plante à l'aide d'enzymes qui en extraient tous les nutriments. Ici, pas de chance, cette libellule est trop grosse pour le drosera.
Considéré chez les Amérindiens comme celui qui apporte la lumière du jour, le grand corbeau était l'objet d'un culte. Une légende raconte qu'un corbeau aurait eu pitié des premiers hommes trouvés dans une coquille de mollusques. Il leur aurait donné à manger, de quoi se vêtir, du feu, un toit et des rites pour se protéger des esprits maléfiques. Comme dans la légende, ces animaux extrêmement adaptables comptent parmi les plus intelligents de tous les oiseaux. Ils savent distinguer différents individus, apprendre par l'observation et même faire preuve de logique. Présents à travers tout l'Alaska, ces corbeaux comptent parmi les plus grands de la famille des corvidés. Ils sont hauts de 60 cm, avec une envergure pouvant atteindre 1,50 m. Ce sont des omnivores qui se nourrissent aussi bien d'insectes et de fruits que de petits rongeurs et de poissons. Ils ne crachent pas non plus sur des restes de saumon laissés par d'autres. Assez malins pour trouver à se nourrir même au plus fort de l'hiver, ils vivent toute l'année en Alaska. Le sud-est de l'Alaska recèle aussi une des plus précieuses forêts au monde. Elle s'étend des îles de l'archipel Alexandre aux fjords et des glaciers au sommet de la chaîne côtière. C'est la forêt nationale de Tongass. Avec près de 7 millions d'hectares, c'est la plus vaste forêt nationale d'Amérique du Nord. Elle abrite aussi la plus grande zone humide tempérée au monde, plus vaste que l'Irlande. Même l'hiver, cette zone reste relativement chaude par rapport au reste de l'Alaska, tournant autour de 0 degré. Plongés dans le brouillard, dans les eaux de pluie et de fonte, des arbres millénaires dominent cette forêt ancienne. Des épicéas de Sitka et des pruches de l'Ouest se dressent à 60 mètres au-dessus du sol de la forêt, véritable cathédrale végétale. Ici, les arbres ne sont pas plus hauts que dans le sud, mais ils ne poussent que pendant les courts mois d'été. Disséminés à travers toute la forêt, les lichens absorbent l'eau et les nutriments présents dans l'air et non dans le sol. Ils sont extrêmement sensibles à la pollution et ne se développent que dans des environnements préservés. Au sol de cette forêt luxuriante, les plantes absorbent l'humidité estivale. Dans les zones ventées, la plupart d'entre elles sont de petite taille pour ne pas s'exposer au froid. Mais ici, bien à l'abri dans la forêt, le bois piquant, par exemple, peut atteindre 2,5 mètres. Ces baies rouges font le bonheur des ours et d'autres animaux, malgré leurs petits poils urticants et les nombreuses épines de ses tiges. C'est une plante à pousse lente, qui est elle aussi très sensible à son environnement. Elle se plaît dans les forêts anciennes comme celle-ci.
Parfois, un fumet de chair en décomposition ou de sconce malodorant flotte à travers la forêt. Mais ce n'est pas toujours ce que l'on croit. Au bord de la rivière, une plante à fleurs jaunes qui pousse en massif produit cette odeur. Les Québécois l'appellent à juste titre chou puant. C'est sa façon à elle d'attirer les mouches et les moucherons pollinisateurs. Un peu plus loin, dans le lit de la rivière, un simple plongeur chasse les insectes et les poissons. Les rochers glissants et l'eau qui bouillonne ne lui font pas peur. C'est le seul véritable oiseau chanteur aquatique d'Amérique du Nord, adapté à ce territoire. Des griffes puissantes l'aident à s'agripper aux rochers et une large membrane recouvre ses narines quand il est sous l'eau. Même ses yeux sont protégés par de minces replis de peau sous les paupières qui lui permettent de voir sous l'eau. Fort de tout cet équipement, il peut plonger même sous la glace et n'aura pas besoin de migrer à l'approche de l'hiver. Cette femelle martin-pêcheur, elle, n'est là que pour l'été. Avec son partenaire, elle a établi un territoire de pêche de 800 mètres le long de cette rivière. Elle se poste en hauteur pour mieux repérer ses proies, poissons, crustacés et même petits mammifères. Les martins-pêcheurs veillent sur leur territoire et gare à celui qui voudrait s'y installer. Il est aussitôt chassé. Un peu plus haut, un pigargue à tête blanche observe les martins-pêcheurs. 2000 individus de son espèce vivent en Alaska. C'est la plus grande population au monde. Cet adulte a migré vers le nord. Il y restera tout l'été pour nicher et pêcher. Il est taillé pour la chasse. Ses yeux, presque aussi grands que ceux des hommes, sont au moins 4 fois plus perçants. Il possède des serres de 5 cm, 3 à l'avant et 1 à l'arrière. Elles sont acérées et recourbées pour mieux saisir les proies. Quand ses muscles se contractent, sa serre arrière se rabat en étau. Le pigargue chasse toutes sortes de proies, des oiseaux comme le macareux, aux petits mammifères et rongeurs. Mais il peut aussi être charognard. À ce moment de l'année en Alaska, comme de nombreux prédateurs, il se nourrit principalement de saumon. Les pigargues choisissent en général de grands arbres surplombant l'eau pour mieux guetter leur proie. Ce sont des animaux solitaires, mais dans les zones où la nourriture abonde, comme ici dans l'archipel Alexandre, ils se réunissent en grand nombre. Il faut dire que la migration des saumons attire du monde. Le plumage des jeunes pigargues est brun tacheté. Ce n'est qu'à l'âge adulte, vers 5 ans, qu'ils acquièrent leur tête blanche si caractéristique et leur plumage brun foncé. Leur bec aussi change de couleur, passant du noir au jaune vers l'âge de 4 ans. Mais une fois qu'un adulte a acquis son plumage foncé, il est difficile de lui donner un âge. Les pigargues ont une espérance de vie de 15 à 20 ans, mais le plus vieil oiseau bagué avait 38 ans. Ses plumes et son duvet le protègent bien du froid. Ses pattes sont constituées principalement de tendons qui résistent aux températures négatives, et son bec est fait de kératine, comme les ongles et les cheveux humains. Les adultes ne repartiront vers le sud qu'une fois les eaux gelées. Mais les jeunes partent plus tôt et l'on ne sait pas vraiment comment ils connaissent la route. Avec une envergure maximale de 2,50 m pour un poids de plus de 6 kg, les pigargues profitent des courants ascendants produits par la chaleur du soleil pour se déplacer pendant leur migration saisonnière. À la fin de l'été,
les dernières fleurs s'épanouissent au bout des tiges d'épilobes. Comme les marmottes au printemps, elles annoncent un changement de saison. En Alaska, un vieux dicton prédit que lorsque les dernières fleurs d'épilobe s'ouvrent, les premières chutes de neige ne sont qu'à 6 semaines. À la fin du mois d'août, il n'y a déjà plus que 14 heures de lumière, soit 6 de moins qu'au milieu de l'été. En septembre, les températures tombent à 9 degrés en soirée. La végétation change de couleur, les feuilles tombent. Quand l'hiver arrive enfin, les martins-pêcheurs repartent vers le sud, certains jusqu'en Amérique du Sud. Le cincle plongeur, lui, reste, car il peut plonger sous la glace pour trouver de quoi se nourrir. Les otaries de Steller vont quitter leurs rochers et se disperser, recouvertes de leur pelage d'hiver. Engraissées au krill d'Alaska, les baleines à bosse repartiront vers le sud pour se reproduire. L'ours et ses oursons ont passé l'été à engraisser au bord de leur rivière. En novembre, ils commenceront à chercher une tanière pour hiberner jusqu'au printemps suivant. Dans tout le sud de l'Alaska, les espèces ont développé des moyens pour survivre au climat. Le moindre habitat propice est colonisé, la moindre source de nourriture exploitée. L'été est court en Alaska. Il faut savoir en profiter.